bonjour partout en Savoie ou je ne sais où. Moi c'est Anne Lafay, je suis maîtresse de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc et j'espérais vous voir nombreux à Chambéry. Donc voilà, et je laisserai Hélène Ozana se présenter. Merci. Allô, bonjour. Je suis Hélène Ozana. Je suis professeure à l'Université Concordia à Montréal dans le département de psychoéducation. Et je suis heureuse d'être ici et on va vous parler du travail qu'on fait au sein d'un partenariat à Montréal. Et donc on a une troisième collaboratrice qui n'est pas présente avec nous, mais qui a largement, très très largement contribué au projet. Julie Houle, oui, donc qui est conseillère pédagogique au centre de service scolaire Lester B. Pearson à Montréal. Alors, l'objectif de la présentation, c'est de vous présenter vraiment un déroulé de notre recherche collaborative, donc, qui a commencé en 2018. Donc en 2018, on a obtenu une subvention au Canada, donc une subvention de partenariat, et qui nous a permis de développer un premier projet, donc l'étude ENP, Early Numeracy Partnership, donc le partenariat sur la numératie précoce. Et ensuite, comme vous le voyez sur le déroulé de ce projet, est né un autre projet, puis un troisième projet. Et donc, c'est ce déroulé qu'on va vous expliquer avec évidemment les résultats de cette recherche. Donc, je vais commencer avec la première étude, qui était donc le Early Numeracy Partnership. Et l'idée, c'est de vous montrer que c'est parti vraiment d'un partenariat du terrain, donc des enseignants, vers la recherche, et de la recherche vers les enseignants, et que chacune des parties apporte des éléments importants en fait dans cette recherche-là, et que cette recherche, elle ne pourrait pas avoir lieu sans les chercheuses et sans non plus le terrain. Donc c'est vraiment un projet collaboratif. Donc l'objectif de ce projet, c'était d'étudier l'impact du développement professionnel, donc d'une formation donnée à des enseignantes, si je ne me trompe pas, hein, c'était que des enseignantes à ce moment-là, de maternelle, sur les compétences mathématiques précoces. Et donc, maternelle au Québec, ça veut dire grande section de maternelle. Les enfants commencent l'école à 5 ans. Tu m'arrêtes hein, si je me Oui, trompe, Hélène. C'est pas obligatoire, mais la plupart des élèves commencent en maternelle. Voilà, donc, il n'y a pas la petite section et la moyenne section. Donc, quand on parle de maternelle, dans ce projet, c'est vraiment la grande section. Et donc, on voulait voir l'impact de ce développement professionnel des enseignantes qu'on leur a offert, dont je vais vous parler ensuite, sur le développement des habiletés mathématiques des petits. Donc les participants, c'était 12 enseignantes qui étaient volontaires dans le projet. On ne les a pas forcées à participer. Donc ça, c'est d'un point de vue éthique, mais c'est aussi dans la mesure où elles étaient volontaires, il peut y avoir un effet de volontariat forcément de motivation. Des élèves évidemment donc de maternelle, donc équivalent de grande section de 5-6 ans. Et on a constitué 3 groupes. Un groupe d'enseignantes et donc d'élèves qui étaient dans des écoles dans un milieu de niveau socio-économique plutôt élevé. Un groupe d'enseignantes donc qui étaient issues d'un milieu, pas les enseignantes, mais leur école, issues d'un milieu socio-économique faible et dans une école, donc on avait le baccalauréat international, donc où il va y avoir du français, de l'anglais, il y a du multilinguisme, etc. Et des enseignantes issues qui travaillent dans des écoles issues d'un milieu socio-économique faible. Je ne connais pas le niveau socio-économique des enseignantes, que les choses soient claires. Et donc le niveau socio-économique des écoles au Québec, il se mesure avec un indice de défavorisation qui est publié par le ministère, donc avec tout un tas de mesures sur les salaires des parents, sur le nombre d'aides que les enfants reçoivent, etc. Donc tout un tas de choses, je ne pourrais pas vous dire exactement. Les enfants ont été prétestés à l'automne. Ensuite, dans l'année, donc les enseignants ont suivi une intervention. Et donc selon le groupe, hein, je vous disais, donc il y avait un groupe d'enseignantes selon le niveau socio-économique des écoles dont elles étaient issues, donc suivaient le développement professionnel ou étaient des témoins, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de développement professionnel suivi.
les enseignantes ont été observées en classe, et les enfants par la même occasion, et ensuite les enfants ont été post-testés en mai sur des habiletés. Alors, les enfants en pré et en post-test, donc à l'automne et au printemps, on leur a fait passer un test qui s'appelle donc le Preschool Early Numeracy Scale, qui est un test développé par Purpura et qu'on a traduit en français. Et donc, il va tester tout un tas de choses, la connaissance de la comptine, leur capacité à dénombrer en faisant de la correspondance terme à terme, leur compréhension de la cardinalité, donc comprendre que le dernier mot nombre que je dis quand je dénombre, ça représente la collection en tant que telle, la quantité, comparer des ensembles, subitiser, c'est-à-dire reconnaître très rapidement des petites collections, comparer des nombres arabes, ordonner des nombres indo-arabes, transcoder des quantités comme le 3 ici vers des nombres, des quantités, donc nombre, quantité, quantité, nombre, et puis résoudre des petits problèmes à énoncer verbaux. Donc ça nous donnait une idée globale de leurs compétences numériques. Les enseignantes qui suivaient donc le développement professionnel ont eu 3 ateliers d'une journée entière sur le développement numérique précoce de l'enfant. Et elles ont aussi eu un soutien en classe, donc il y avait des visites qui étaient faites par les chercheuses et par les étudiantes 2 fois par mois pendant 6 mois en classe pour soutenir leur méthode d'apprentissage en lien avec évidemment les ateliers. Et les connaissances qu'on donnait aux enseignantes, c'était un peu sur les mêmes choses que pour le test. Comment les enfants apprennent la comptine numérique, comptent des objets, la connaissance qu'ils doivent avoir des nombres, la résolution de problèmes, les combinaisons de nombres. Elena, tu m'arrêtes si jamais j'oublie des choses. Donc les résultats, on a décidé volontairement de ne pas vous donner les résultats épreuve par épreuve parce que ça faisait beaucoup de détails et il y avait quand même des différences parfois entre les épreuves. Mais globalement, on observe qu'il y a une amélioration des enfants dont les enseignantes ont suivi notre programme davantage que les autres groupes. Donc dans la capacité à utiliser la correspondance terme à terme dans un dénombrement, à comprendre cette notion de cardinalité, à dénombrer et à transcoder donc d'un ensemble vers un nombre arabe. Donc voilà, c'est la ligne en rouge. Donc globalement, ce qu'on en a ressorti, c'est que développer la connaissance sur le développement numérique des enfants par les enseignantes, ça permet une amélioration des compétences numériques des enfants en classe de maternelle. Et puis, à partir de ce projet-là, on a eu des commentaires d'enseignantes, parce qu'évidemment, on discutait, et par exemple, on a ce commentaire, alors je vous dis en substance ce que ça veut dire, c'est que cette personne, elle a beaucoup aimé le programme, mais elle nous dit à la fin, oui, mais en même temps, c'est beaucoup de théorie, mais je ne sais pas vraiment quoi faire dans ma classe de manière concrète. Donc, c'est ça qui me manque. Et donc, à partir de là, on a développé la deuxième étape du projet, dans laquelle Julie a été très motrice du projet. Elle a donc élaboré une première version de ce qu'elle a appelé le NIC5. Et donc là, on est vraiment passé sur ce qu'on a apporté à partir de la recherche par le développement professionnel. Qu'est-ce qu'une conseillère pédagogique en fait et donc qu'est-ce qu'elle peut développer? Et c'est ce que Elena va vous présenter. Il faut juste appuyer là. Sur ça. Merci. D'accord. Alors, Julie Houle, notre collègue, elle a, avec l'aide d'une enseignante au maternel, elles ont créé un prototype d'une trousse pour avoir des activités at hand, tout près, pour les enseignants d'utiliser en classe, qui étaient basées sur les compétences numériques que Anne a présentées il y a juste quelques minutes. Alors, pour la création, c'était tout un processus. On a suivi 2 principes. D'abord, tout le contenu de la trousse doit être soutenu par les données de la recherche. Et deuxièmement, l'outil devrait être pratique, spontané et accessible et durable pour les enseignants. Alors, on voulait quelque chose vraiment de pratique qui fonctionnait dans la classe pour les enseignants.
Alors, we mounted a conference. On a préparé une conférence, on a présenté une conférence à Ottawa en 2019. C'était le Counting on Teachers Forum. On avait des chercheurs et des enseignants de partout autour du monde pour en parler de la numératie précoce et l'enseignement des mathématiques dans les différents pays. Et on a pris l'opportunité de parler du prototype de la trousse qui s'appelle, bon, maintenant, ça s'appelle le Numeracy Kit for Kindergarten 5-year-olds, ou le NIC 5, NIC 5. Alors, on a montré le prototype à tout le monde et vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup d'intérêt. L'intérêt était vraiment plus fort qu'on a anticipé et les besoins étaient vraiment très forts. Et pas seulement au Canada, on avait des chercheurs de Hong Kong, de Chili, des États-Unis, et vraiment, ils voulaient avoir la trousse dans les mains immédiatement. C'était seulement un prototype, mais on a découvert que c'était vraiment quelque chose d'intéressant pour tout le monde, chercheurs et enseignants. Et puis, la pandémie est arrivée et on a pu arrêter un peu, reculer et prendre un an, et Anne était vraiment aussi motrice dans cette étape. On a vraiment raffiné l'outil. Alors, on avait des rencontres, je crois, chaque semaine. C'était Anne, Julie, moi, et il y avait une assistante de recherche. Et on a vraiment pris le temps de raffiner les activités, les cartes qui sont dans le trou, je vais en parler dans quelques minutes, et les matériels, les ressources additionnelles pour les enseignants, et aussi de penser du développement de la formation des enseignants, parce que la trousse ne peut pas être utilisée seule. C'est vraiment basé sur la théorie, comment les enfants pensent en mathématiques, en numératie, et vraiment, c'est pas possible d'utiliser la trousse seule. Alors, on a pu penser qu'est-ce qu'on doit faire en développement professionnel pour que les enseignants puissent utiliser la trousse efficacement. Bon, je vais vous montrer un peu, ça a l'air de quoi, la trousse. Ça, c'est le poster qu'on a créé pour les enseignants, et les enseignants peuvent l'utiliser comme ils veulent. Alors, il y en a plusieurs qui le mettent sur le mur dans la classe, et vous voyez, les colonnes ici correspondent aux compétences que Anne parlait, les compétences numériques. Alors, ici, on a par exemple la subitizing, comptage, connaissance de nombres, etc. Et puis, ce qu'on a fait pendant l'année, les écoles au Québec étaient pas ouvertes pour les chercheurs, mais les enseignants allaient à l'école et la plupart des élèves avaient l'instruction en présentiel pendant la pandémie. Pas pendant les premiers mois, mais pendant l'année qu'on travaillait là-dessus, entre 20 et 21, ils étaient en classe. On a recruté 4 enseignantes au maternel et ils ont testé la trousse dans leur classe. Et on avait des réunions chaque 2 mois, à peu près aux 2 mois. Et puis, ils nous ont donné des conseils. Ça marchait, ça marche pas, on voudrait avoir ça en plus, on voudrait enlever ça. Juste pour vous montrer, ça, c'est pas une compétence comme telle, mais les enseignants voulaient avoir des activités pour donner avec toute la classe. Parce que ici, c'était vraiment, les activités, c'était pour la formation, pour l'enseignement, mais c'était vraiment dans des contextes individuels avec les étudiants, avec les élèves, ou au petit groupe. Mais les enseignantes voulaient avoir quelque chose qu'ils pouvaient faire avec tout le monde pour avoir juste une idée où la classe était. Alors, ça, c'était un des changements, un des plusieurs changements qu'on a fait pendant l'année avec les enseignants. Dans la trousse est vraiment, c'est une valise en plastique. Il y a des boîtes en couleur et les couleurs, est-ce que je peux reculer là? Oui, voilà. Les boîtes correspondaient aux couleurs des compétences numériques et ils aidaient à distinguer les domaines et à rester organisés.
il y a plus que 300 cartes et il y a plusieurs cartes pour chaque compétence, mais chaque carte correspondait à une compétence. Et il indiquait l'activité et fournissait les instructions pour les enseignantes. Et il y a des objets de manipulation qui correspondaient aussi aux activités. Il y a des boîtes ici sur ce côté-là qui correspondaient les objets de manipulation à côté. Voilà. Et ça, c'est juste quelques exemples. Vous pouvez, on les a tous, vous pouvez nous poser des questions après, mais ce sont des exemples des cartes qui sont dans la trousse. Bon, oui, oui. Si je peux juste ajouter. Oui, s'il vous plaît. Là, vous voyez que les cartes, c'est tout en anglais, mais le Québec, c'est à la fois anglophone et francophone, plus francophone qu'anglophone, mais nous, on travaille avec Lester-B qui est anglophone. Et pendant cette année-là de raffinement, finalement, le Covid a eu du bon. On a tout traduit aussi en français. Donc, le kit est aussi disponible en français, mais il n'a pas été testé dans des écoles francophones. Pas encore. Le testing a été que dans des... C'est un bon point. Oui, voilà. Merci. Merci, Anne. Et aussi, on a des versions bilingues, ça veut dire anglais sur une côté, français sur l'autre côté. Il y a beaucoup de... Dans le système anglophone à Montréal, vraiment, il y a beaucoup d'enseignement dans les deux langues. Il y a pas d'écoles qui sont seulement anglophones. Quand moi, j'étais jeune, je suis allée à une école seulement anglophone, mais maintenant, ça n'existe plus. Toutes les écoles anglophones ont des classes en français. Parfois, c'est tout en français, parfois, c'est bilingue, et parfois, c'est tout en anglais. Ça dépend le sujet, ça dépend l'année. C'est un peu compliqué au Québec. Mais on a, pour les enseignantes qui veulent utiliser la trousse dans les deux langues, on a sur un côté anglais, l'autre côté français. Mais on a aussi la trousse tout en anglais ou la trousse tout en français. Bon. On a aussi des ressources. Ça, c'est le poster que je vous ai parlé avant. Et ça, c'est le handbook. C'est comme un manuel pour les enseignants pour réfléchir sur les connaissances numériques. Oh, qu'est-ce que c'est la cardinalité? Ah oui, OK, je comprends. OK, je vais voir dans la boîte. C'est quoi? Comment est-ce que je peux l'utiliser? Etc. Bon, on a aussi des documents de l'évaluation formative. Alors, la trousse, c'est vraiment pour utiliser dans la classe. C'est pour enseigner, mais c'est aussi pour avoir une idée où sont les étudiants, individuellement et au niveau de la classe. Alors, on a des documents qui sont organisés par compétences, mais on a aussi des documents qui sont organisés par étudiants. Et c'est à utiliser comme l'enseignant veut. Alors, ça veut dire que, OK, Johnny, il est bon ici, il n'est pas bon là. Alors, pour voir, c'est comme une perspective globale pour les connaissances et de savoir quoi faire après qu'on a une idée où sont les étudiants. Et ça aussi, on est en train de tester. Ça, c'était le document original, mais maintenant, les enseignants voulaient avoir des modifications et on est en train de travailler avec d'autres enseignants pour vraiment améliorer ce document. Bon, je crois que c'est à toi. Parce que maintenant, Anne va parler d'une étude pour valider la trousse. Ce que j'avais pas dit au moment, ce qui a aussi motivé le passage de notre étude INP à l'élaboration du kit, c'était aussi, quand je vous ai dit, je vous présente les résultats globaux, on avait peut-être 10 ou 11 subtests et on n'a pas observé des améliorations sur les 11, je vous les ai cités les 4. Donc c'était aussi de se dire comment on peut faire en sorte que en fait, les enfants s'améliorent sur les autres compétences et un des angles qu'on a choisi, on aurait pu en choisir un autre, c'était de se dire c'est peut-être le pont entre la théorie qu'on leur a apportée et la pratique dans leur classe. Et donc, est-ce qu'en apportant un peu plus de pratique dans la formation, ça pourrait aussi faire en sorte que les élèves s'améliorent sur l'entièreté des compétences qu'on a testées, parce qu'on ne peut pas tout tester.
Donc voilà, donc dernière étape, alors pas forcément du projet, mais dernière étape à ce stade, on s'est donc dit, bah, maintenant qu'on a un super kit, qu'on a eu des retours, qu'on a pris le temps d'y réfléchir malgré nous, mais finalement c'était plutôt positif, est-ce qu'on peut évaluer l'efficacité de ce kit? Et donc on a réfléchi cette fois à un protocole de recherche, donc on a repris notre casquette plus de chercheuse pour réfléchir et de répondre à la question qui était du terrain. Est-ce que si je donne ce kit à mes enseignantes ou à mes enseignants, je peux espérer quelque chose finalement. Donc voilà, c'était de savoir est-ce que ce Nick 5, il peut soutenir le développement professionnel des enseignants et ultimement le développement numérique des enfants. Et on se posait aussi la question de savoir si on donne le Nick 5 à des enseignants, à quoi ressemble leur pratique dans la classe concrètement. Donc pour ça, on a recruté 6 écoles, 8 enseignantes de 2 à 9 ans d'expérience. Pareil sur le volontariat, donc c'est pas nous qui avons décidé qu'on voulait de 2 à 29, ça s'est fait comme tel. Et donc un peu moins de 100 enfants de maternelle, donc grande section de maternelle. Donc les enfants ont été pré-testés à l'automne, ils ont été post-testés au printemps. Et au milieu, donc, les enseignants ont suivi un développement professionnel. Donc il y a un groupe qui a suivi le même développement professionnel que dans la première étude, donc uniquement de la théorie. Il y a un groupe qui a suivi une formation plutôt sur, enfin pas plutôt, qui a suivi une formation avec le Nick 5 et un groupe témoin, je vais vous en parler. Et puis on les a observés. On a observé le comportement des enseignants pendant la classe. Alors, j'insiste sur le fait que c'était absolument pas pour juger qui que ce soit. On n'avait pas de grille de ça c'est un bon comportement ou un mauvais comportement. C'était exploratoire de savoir est-ce que les pratiques changent, comment les enseignants pratiquent. Et pour ça, on leur a demandé de remplir un journal de bord et on a fait des observations en classe. Donc, on a testé les mêmes compétences, on a utilisé le même test, donc je passe là-dessus. Et les interventions. Donc, comme je vous disais, le groupe théorie a suivi exactement la même formation que dans la première étude. Le groupe témoin a suivi une formation à propos du développement cognitif général de l'enfant. Donc, sur son développement social, sur son développement émotionnel, peut-être langagier. Bon, j'ai plus les détails, mais tout sauf numérique, mathématique. Et pour éviter l'effet, il y a un matériel, il n'y en a pas, donc c'est le fun, c'est ennuyeux. On leur a fourni une boîte de Lego et des activités que l'enfant pouvait faire, des activités non mathématiques, non numériques, puisqu'on ne voulait pas biaiser les choses. Donc le focus était vraiment sur le développement cognitif général de l'enfant. Et la formation Nick 5, c'était donc une formation à propos du développement numérique de l'enfant. On fournissait le Nick 5 et une formation à propos de cette mallette, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'il y a comme matériel dans le kit, comment ça s'organise, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité, etc. Est-ce que je peux ajouter que... Bien sûr. Pardon. Merci. On avait aussi la même théorie qu'ici. Alors, ça veut dire qu'on parlait des mêmes compétences numériques, mais dans le contexte de la trousse et comment utiliser la trousse pour viser les compétences théoriques qu'on parlait là-dessus. Ouais, et d'ailleurs, c'est un bon point, c'est que si tu te souviens, on a eu beaucoup de conversations au moment de designer le protocole. Est-ce qu'on ajoute un 4e groupe qui n'aurait que le Nick 5 ou je vous donne ça clé en main et vous vous débrouillez dans votre classe? Et alors, il y a 2 raisons qui nous ont fait le supprimer. La première, c'est une raison toute simple hein, de ressources humaines et temporelles. Et donc, ça rajoutait beaucoup d'enseignantes, beaucoup d'énergie. Et pourquoi enlever ce groupe plutôt que les autres? C'est qu'on s'est dit, bah, en fait, finalement, on a peu d'espoir que juste de donner un kit à des enseignantes, ça a un effet. Ce qu'on veut savoir, c'est que si on leur donne de la théorie plus un outil concret, est-ce que c'est mieux ou pas que de donner que de la théorie. Donc, c'est les 2 raisons qui nous ont fait dire, bon, bah, on reste avec un protocole 3 groupes. Et donc, cette formation, c'était cette fois par la chercheuse, donc qui était Hélène Ozana en l'occurrence, et Julie Houle, qui est donc conseillère pédagogique. Contrairement à la première étude où la formation n'était donnée que par une chercheuse. Donc, on était sur une formation en doublon, et donc 3 journées d'atelier, donc en termes de temps consacré, c'était la même chose.
Et donc les résultats, donc vous voyez en bleu, c'est le groupe témoin. Donc les enfants s'améliorent quand même, heureusement, parce que les enseignantes font des choses dans leur classe. On ne peut pas avoir complètement, enfin, heureusement en fait, qu'en un an les enfants se sont améliorés. Mais par contre, vous voyez les deux courbes, donc la courbe verte et la courbe rose. Donc c'est le groupe théorie et le groupe théorie plus Nick 5 s'améliorent davantage que le groupe témoin, mais de la même manière. Donc ce qui voudrait dire que en tant que tel, si on regarde que les performances des enfants, ajouter le Nick 5, même si on avait beaucoup d'espoir, ça n'ajoute pas plus que de leur donner de la théorie aux enseignantes. C'est-à-dire que, en tout cas, les enseignantes qu'on a eues, quand on leur donne de la théorie, elles savent quoi en faire, autant que si on leur donne un outil. Peut-être qu'on n'a pas choisi le bon outil, peut-être qu'on n'a pas fait la bonne formation. Il y a sûrement plein de raisons qu'on pourrait chercher, mais en tout cas, les résultats sont ce qu'ils sont. Alors, on a essayé de chercher un petit peu plus en détail. Ah oui, mais du coup, j'ai pas mes animations. J'ai tous mes traits rouges là qui viennent brouiller. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut quand même aller creuser un petit peu et on s'est posé la question de l'expérience que les enseignantes avaient. Donc, tu m'arrêtes, Elena. Hein. Dans le groupe comparaison, ici, c'est les enseignants. Du coup, les personnes sur le Zoom ne voient pas. En abscisse, ce sont les enseignantes individuellement. Donc, une barre et une enseignante. Enfin, représente une enseignante. Ok, c'est pas des groupes. Et en ordonnée, c'est pendant les observations, c'est la proportion de comment je peux dire moves de fois où elles vont parler des mathématiques faire une action mathématique pour leur en fait enseigner les maths. Voilà. Faire une action qui enseigne les mathématiques. Donc les personnes là où les. Ça c'est expérience en enseignement. Alors il y avait une enseignante qui avait 2 ans d'expérience et l'autre il y en avait une qui avait 29 ans d'expérience. Donc dans le groupe comparaison, finalement, vous voyez, c'est très bas, il y a très peu on a fait très peu d'observations, d'enseignement finalement des maths. On peut se demander d'ailleurs comment du coup les enfants se sont améliorés. Mais c'est une autre question. C'est la maturation. Hein. C'est peut-être la maturation. Dans le groupe Nick 5, donc en gris, vous voyez qu'on soit à 3 années d'expérience ou à 29 années d'expérience, on est quand même globalement sur une grosse proportion d'enseignement mathématique qu'on va observer. Donc on ne voit pas tellement de différence entre peu d'expérience et beaucoup d'expérience. En revanche, quand on regarde le groupe théorie, donc les 2 barres qui sont en blanc, donc on a une enseignante qui avait 2 ans d'expérience et une enseignante qui avait 16. Et ça reste des études de cas, puisqu'on parle d'enseignante et pas de groupe. Mais l'observation qu'on fait, c'est que l'enseignante qui a beaucoup d'expérience arrive à récupérer la théorie pour pouvoir l'appliquer dans sa classe et faire des actions d'enseignement mathématique, alors que celle qui n'a que 2 ans d'expérience de travail, elle y arrive beaucoup moins. Contrairement à celle, par exemple, qui a 3 ans et qui, elle, quitte. Donc nous, et ça maintenant c'est une hypothèse, c'est pour ça que je vous disais, ça va peut-être être la suite, c'est que est-ce que le kit, il soutient les enseignantes qui auraient peu d'expérience en leur donnant des idées d'activité, etc., de manière concrète, et qu'il est moins efficace finalement pour les enseignantes qui ont beaucoup d'ancienneté et qui ont de l'expérience et qui savent faire des maths finalement avec leurs élèves. Ça reste des observations individuelles, mais c'est une spéculation qu'on peut faire. C'est ça? J'ai rien oublié? Non, c'est bon. Donc, on en a conclu, nous, de cette étude, c'est que la progression des élèves donc, dans le domaine numérique, elle est liée à la connaissance que les enseignants ont du développement numérique de l'enfant et à l'utilisation du Nick 5 et la connaissance. On ne peut pas dire si c'est l'utilisation seule, puisque tous les enseignants avaient des informations sur la théorie. Et finalement, de la même manière, puisqu'on a ces 2 cours parallèles exactement pour les élèves. C'est ça?
Donc globalement, ce qui ressort de ce projet depuis 2018, les enseignants, le bénéfice qui ressort des conversations qu'on a eues, ce qu'elles nous ont dit, c'est qu'elles trouvent que ça a donné des ressources qui sont précieuses pour leur classe, que ça a aussi été des opportunités de développement professionnel. Pour Julie, donc, qui est la conseillère pédagogique du projet, ce dont elle témoigne, c'est des ressources précieuses à partager avec les enseignants avec qui elle travaille. Elle ressent une plus grande crédibilité pour servir sa communauté, donc les personnes avec qui elle travaille, un impact aussi à plus grande échelle et à nouveau des opportunités de développement professionnel. Et dans notre cas, on a apprécié en fait en quelque sorte d'inverser le sens habituel de la recherche qui apporte au terrain, mais d'être vraiment dans une bidirectionnalité, que oui, la recherche on a à apporter au terrain, mais le terrain nous a apporté. Et donc sans les observations qu'on a fait sur le premier projet, on n'aurait probablement pas lancé le deuxième, et on lancerait probablement pas la suite. Donc c'est vraiment la mutualisation en fait des expertises de chacun. Et à notre sens, ça permet aussi de mobiliser davantage les ponts qui sont faits entre la recherche et le terrain. Et en fait, on ne l'a pas noté dans la slide, mais je pense qu'on pourrait quand même dire des opportunités de développement professionnel, parce que travailler avec le terrain, ça nous apprend aussi beaucoup. Alors pour la suite, donc là, moi, j'étais plus au Canada, donc c'est Hélène Ozana et Julie Hull qui ont été invitées suite à des conférences. Il y a des enseignantes de première année, donc de CP, qui ont dit « Waouh, ce kit est super, venez dans ma classe ». Et donc, il y a l'équipe qui est allée observer des classes de première année, donc de CP, et qui ont observé tout un tas de choses. Je ne vais pas dire tout ce qui a été observé, mais par exemple, des difficultés à interpréter le sens des symboles. Qu'est-ce que c'est ce petit symbole, celui-ci, etc. Ou des difficultés à comprendre, à produire des différentes manières de représenter les quantités, etc. Donc à partir de là, on s'est dit qu'il y avait peut-être aussi des possibilités de projets. Et on a deux pistes de réflexion. Une piste de réflexion au niveau de qu'est-ce que ça apporte tout ça au niveau des élèves, et qu'est-ce que ça apporte tout ça au niveau des enseignants, de la pratique. Donc en bleu, en haut au niveau des élèves, les projets actuels qu'on aimerait mener, c'est de créer et de valider une évaluation pour identifier les performances à propos des concepts mathématiques des enfants de CP. Donc on a une vraie évaluation pour cela. Et d'évaluer les premières années, donc les CP, ceux qui ont bénéficié du Nick 5 finalement, et ceux qui n'en ont pas bénéficié, et voir si ça a un impact à long terme. Parce que pour l'instant, ce qu'on a observé, c'est que les enfants du groupe enseignant théorie ou les enfants du groupe enseignant théorie plus Nick 5 se sont améliorés de la même manière. On était sur du court terme puisque c'était la même année. Et nous, on se pose la question de est-ce que ça n'a pas un impact à plus long terme, donc lorsqu'ils sont un an plus tard en CP en première année. Et au niveau des enseignants, on se pose la question de l'efficacité de notre protocole de formation en fonction de l'expérience. Donc ça, on a déjà une petite idée à valider ou à invalider, en tout cas à tester. On se pose aussi la question de la confiance que les enseignants ont eux-mêmes de leur enseignement, de leurs compétences en maths, et l'anxiété mathématique qui est ressentie, puisqu'on sait que c'est quelque chose de présent beaucoup chez les enseignantes, malheureusement. Donc, est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur comment je reçois la formation, comment je reçois ce Nick 5, qu'est-ce que j'en fais dans ma classe, etc. Et les enseignants qui ont participé? Les enseignantes qui ont participé au projet nous en ont parlé beaucoup de l'anxiété, merci, et la manque de confiance. Surtout, vous vous souvenez de l'enseignante qui avait 2 ou 3 ans d'expérience, qui n'a pas pu engager en activités mathématiques autant que les autres. Elle a dit, non, ça c'était vraiment, au début, elle disait, c'est pas pour moi les maths, je ne sais pas comment les enseigner, je peux pas le faire. Mais après, quand on a donné la trousse à tout le monde, parce que c'était une étude où on a quelques enseignantes avaient la trousse, les autres n'avaient pas. Mais on a donné, pour des raisons éthiques, on a donné
la trousse à tout le monde. Et puis après, elle a dit, ah, ça va m'aider avec ma confiance. Maintenant, je sais quoi faire, quoi enseigner. Alors, on pense peut-être que l'anxiété, la confiance a quelque chose à faire là-dedans. Alors, peut-être c'est une piste à développer. Donc voilà. Donc l'idée de la conférence, c'était pas de faire de la publicité au Nick 5. Hein. D'ailleurs, il n'est pas commercialisé, je le précise. C'était vraiment de vous montrer le déroulé de. C'est parti d'une question, d'une conférence, à développer un réel projet tous ensemble avec des acteurs du terrain et des acteurs de la recherche. Et autant, nous, on a pu répondre à comment on fait un protocole de recherche, que les enseignants, pour lesquels ne sont pas formés, comment on peut répondre à cette question. Et autant les enseignants, la conseillère pédagogique, ont vraiment monté le kit, raffiné le kit, permis qu'il soit utilisable en classe, ce que nous, on n'est pas en mesure de faire, puisqu'on ne l'utilise pas en classe avec les élèves tous les jours. Donc c'est vraiment un travail qui est powerful, qui est puissant, à mon sens, à un autre sens, parce qu'on travaille tous ensemble avec les acteurs du terrain. On était très reconnaissants pour le travail des quatre enseignantes qui ont testé la trousse dans leur classe. C'était vraiment quelque chose qu'ils ont fait au-dessus de tout ce qu'il y avait à faire pendant la pandémie en plus. Alors c'était vraiment, on est très reconnaissantes et on a appris beaucoup comme partners, là, comme partenaires. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Alors on va remercier le centre de services scolaires avec qui on a travaillé, les enseignantes et les enfants évidemment impliqués dans le projet, qui n'en avaient peut-être pas conscience, mais en tout cas, ils ont travaillé fort avec nous. Et toutes les assistantes de recherche, Alison Telos, Ariel Orsini, Cassandra Karam, Jenna Rice, Marianne Majeska, Kessia Sinda et Rebecca Macon. Voilà.